Work from home. Love it or hate it, it's the new way of working. I love working from home. Being able to work in casual clothing, to exercise when I want, to have my music playing, to avoid public transit, etc. are all huge benefits for me. It's so easy to simply book a Zoom or Teams from home that I actually have to force myself to go to the office a few days a week to see students and colleagues. But I also recognize that while working remotely is increasingly popular and a practice shared by many in academia and other white-collar jobs in the public or private sectors, not everyone has the same experience or opportunities. There have been innumerable news stories and studies on the changes in and challenges related to social and work habits forced on contemporary knowledge societies by the pandemic. I'll not repeat these here. Instead, I will share what I think are the positive lessons learned from COVID-enforced isolation and work from home, and the best practices that can be implemented regardless of whether we prefer to work at the office or from home. The COVID experience. Unlike many students or colleagues, my wife and I did not find the lockdown to be an isolating experience. When our university, along with most workplaces, closed in March 2020, we quickly transitioned to work from home with little difficulty. But we were also incredibly privileged to have a home with separate offices on different floors, which is important because I'm loud. We would meet to brainstorm research ideas or online teaching strategies, have lunch together with our son, take breaks between meetings and teaching, and go for daily 2 to 3 hour walks in the neighborhood to get away from our respective screens. Despite the lockdown, my family and I had regular social interaction and were in great shape by the end of the summer. Our son, however, found the at-home schooling experience painful, due in large part to the isolation from his friends, which was only partially attenuated by online collaborative gaming, but also because of the less than optimal online learning environment at his primary school. He was very eager to get back to school in person. Similarly, many of our university students were struggling. They were alone or were sharing small living spaces with roommates or young children, and pets who were welcome participants in online teaching. Or they were living at home with their parents, isolated from all those wonderful experiences of life at university. Their world was fused into both home and classroom, with little means of separation. It's not at all surprising that so many young people, whether children like my son or students in our university courses, found the lockdown hard to live through and that their mental health suffered greatly. As a professor and bioethicist, I found both striking and disturbing the social inequalities highlighted by COVID, whether in broader society or amongst our students in virtual classrooms. Equally interesting to me have been the differences in personality and life story that led some students and colleagues to love working from home and others to hate it. The following observations are derived from my own home environment, that of our students whose personal lives we entered through their screens during online teaching and discussions with colleagues. Those who prefer working from home. They have a room for a separate office or quiet space that doesn't impinge on other personal or shared spaces, such as the bedroom. They have stable, high-speed internet connection, a good computer, etc. They're able to mentally and temporally separate or at least balance work and personal life. They find office too social and thus distracting for focused work, so less efficient. They work in an ugly 1960s building with bad ventilation, peeling beige paint, no air conditioning, worn-out linoleum floors, neon lights, and poor soundproofing. That is, most social science and public health buildings. They have lots of one-on-one or large group meetings, which are more efficient, often shorter, by video conference. They have lengthy commute from home to office, time that could be saved for other activities, whether work or personal. They have children still living at home, so are responsible for school and after-school related travel. They are living themselves with or caring for a loved one with a handicap or reduced mobility. Those who prefer the office. They enjoy the social interaction with colleagues at work, as these are important social networks. They use the change of physical space from home to office to demarcate and separate work from personal life. They don't have or want a space for a home office. They like in-person teaching or meetings and the energy of the classroom or meeting room. They do lots of small group meetings, which they find more effective in person. They have an office in a modern building with natural lighting, good ventilation, a quality cafeteria, a lounge, high-speed internet, etc. They experience video conferencing as a barrier between meaningful connection with colleagues or students. They have a manageable or acceptable commute from work to home. They don't have young children at home or have adolescents and need space apart. They are in a field that requires in-person work, for example, laboratory-based research. This comparison is clearly a gross generalization, and I would say that many people, me included, fall at different times into either of these categories. And some people may be ambivalent with no preference for one or the other. But thinking about these considerations can, I suggest, help to think about how to make work from home or office a more positive experience. My office setup. At the beginning of the lockdown, I quickly realized that I was not well set up to spend entire days online. I found out the hard way that it's far too easy to do 7 hours of back-to-back Zoom meetings and then be completely wiped at the end of the day. Setting up a good work environment and habits was essential for both my physical and mental health.
I invested in an additional camera over my screen and microphone to improve video conferencing and online teaching. I also experimented with different lighting, which turns out to be incredibly important so you don't look exhausted when you're online. I strongly recommend installing a digital timer like Timeout. It reminds me to regularly look away from the screen to reduce eye strain, 1 minute every 20 minutes, and then to take 5-minute exercise breaks to recharge every 30 minutes. Also, I learned to spread out meetings and try to schedule them for 45 minutes instead of an hour in order to have breaks between, equivalent to walking from one office to another venue. I don't have an office chair. I installed a standing desk converter and do all my work standing. Not only did this save space, but it turned out to be excellent exercise and more comfortable for a fidgety person like me. And in the process, I eliminated a series of nagging pains to the hip, back, and neck that were due to sitting all day. I've become such a fan of standing desks, which I've recommended to many people, that I replicated this setup at work once the lockdown was lifted. In summary, obviously your methods may vary. I know quite a few people who work best in work share spaces, in cafes, or at the library. I did a lot of this when I was a PhD student in Vancouver, living alone in a dark basement apartment. I also have colleagues who much prefer going to the office for a variety of reasons. Regardless, for many of us in academia, in the civil service, or in industry, work from home is becoming a norm, whether it is 1, 2, 3, or more days per week at home. So, it's important to have the right setup and figure out how to make it work best for you. That means paying attention to a combination of internal, personal, and external, social, environment, technological factors that can facilitate or impede having a constructive experience working from behind a screen. Télétravail. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, c'est la nouvelle façon de travailler. J'adore travailler à domicile. Pouvoir travailler en tenue décontractée, faire de l'exercice quand je veux, écouter ma musique, éviter les transports en commun, etc. sont autant d'avantages pour moi. En fait, il est tellement facile de réserver un Zoom ou un Teams depuis chez moi que je dois me forcer à aller au bureau quelques jours par semaine pour voir mes étudiants et des collègues. Mais je reconnais aussi que si le travail à distance est de plus en plus populaire et en pratique partagée par de nombreux universitaires et autres cols blancs du secteur public ou privé, tout le monde n'a pas la même expérience ou les mêmes possibilités. De nombreux articles et études ont été publiés sur les changements et les défis liés aux habitudes sociales et professionnelles imposées par la pandémie aux sociétés contemporaines de la connaissance. Je ne les répéterai pas ici. Je vais plutôt partager ce que je pense être les leçons positives tirées de l'isolement et du travail à domicile imposé par le COVID, ainsi que les meilleures pratiques qui peuvent être mises en œuvre que nous préférons travailler au bureau ou à la maison. L'expérience COVID. Contrairement à de nombreux étudiants ou collègues, ma femme et moi n'avons pas trouvé que le confinement était une expérience isolante. Lorsque notre université a fermé ses portes en mars 2020, comme la plupart des lieux de travail, nous avons rapidement fait la transition vers le travail à domicile sans trop de difficultés. Mais nous avons aussi eu l'immense privilège d'avoir une maison avec des bureaux séparés à des étages différents, ce qui est important parce que je suis bruyant. Nous nous réunissons pour réfléchir à des idées de recherche ou des stratégies d'enseignement en ligne. Nous déjeunions ensemble avec notre fils. Nous prenions des pauses entre les réunions et l'enseignement. Et nous faisons des balades quotidiennes de 2 à 3 heures dans le quartier pour nous éloigner de nos écrans respectifs. Malgré le huis clos, ma famille et moi avons eu des interactions sociales régulières et étions en pleine forme à la fin de l'été. Notre fils, en revanche, a trouvé l'expérience de l'école à la maison pénible, en grande partie à cause de l'isolement de ses amis, qui n'a que été partiellement atténué par les jeux collaboratifs en ligne, mais aussi à cause de l'environnement d'apprentissage en ligne moins optimal de son école primaire. Il était très impatient de retourner à l'école. De même, beaucoup de nos étudiants universitaires étaient en difficulté. Ils étaient seuls ou vivaient dans des petits espaces avec des colocataires ou des jeunes enfants, et des animaux domestiques qui étaient des participants bienvenus dans les cours en ligne. Ou bien ils vivaient chez leurs parents, isolés de toutes les merveilleuses expériences de la vie à l'université. Leur univers était à la fois celui de la maison et celui de la salle de classe, avec peu de moyens de séparation. Il n'est pas du tout surprenant que tant de jeunes, qu'il s'agisse d'enfants comme mon fils ou d'étudiants dans nos cours universitaires, aient eu du mal à vivre le confinement et que leur santé mentale en ait beaucoup souffert. En tant que professeur et bioticien, j'ai trouvé à la fois frappant et inquiétant les inégalités sociales mises en évidence par le COVID, que ce soit dans la société en général ou parmi nos étudiants dans les classes virtuelles. J'ai trouvé tout aussi intéressant les différences de personnalité et d'histoire de vie qui ont conduit certains étudiants et collègues à aimer le travail à domicile et d'autres à le détester. Les observations suivantes sont tirées de mon propre environnement familial, de celui de nos étudiants dont nous avons pénétré la vie personnelle par biais de leur écran pendant l'enseignement en ligne et des discussions avec les collègues. Ceux qui ont préférence pour le travail à domicile.
Ils ont de la place pour un bureau séparé ou un espace calme qui n'empiète pas sur d'autres espaces personnels ou partagés, comme le chambre à coucher. Ils disposent d'une connexion Internet stable à haut débit, d'un bon ordinateur, etc. Ils sont capables de séparer mentalement ou temporellement, ou au moins d'équilibrer, le travail et la vie personnelle. Ils trouvent le bureau trop social et distrayant pour un travail concentré et donc moins efficace. Ils travaillent dans un bâtiment hideux des années 1960, mal ventilé, dont la peinture beige s'écaille, sans climatisation, avec des sols en linoléum usé, des néons et une mauvaise insonorisation, c'est-à-dire dans la plupart des bâtiments consacrés aux sciences sociales et la santé publique. Ils ont beaucoup de réunions individuelles ou en grand groupe qui sont plus efficaces et souvent plus courtes par vidéoconférence. Ils font des longs trajets entre le domicile et leur bureau, tant qu'ils pourraient être consacrés à d'autres activités, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Ils ont des enfants qui vivent encore à la maison et qui sont donc responsables des déplacements liés à l'école et à l'après-l'école. Ils vivent eux-mêmes avec un handicap ou une mobilité réduite ou s'occupent d'un proche souffrant d'un handicap ou d'une mobilité réduite. Ceux qui préfèrent le bureau. Ils apprécient les interactions sociales avec les collègues de travail qui constituent d'importants réseaux sociaux. Ils utilisent le changement d'espace physique entre le domicile et le bureau pour délimiter et séparer le travail de la vie personnelle. Ils n'ont pas ou ne veulent pas d'espace pour un bureau à domicile. Ils aiment l'enseignement en personne ou les réunions et l'énergie de la salle de classe ou la salle de réunion. Ils font beaucoup de réunions en petits groupes qu'ils trouvent plus efficaces en personne. Ils disposent d'un bureau dans un bâtiment moderne avec un éclairage naturel, une bonne ventilation, un cafétéria de qualité, un salon, l'Internet à haut débit, etc. Ils considèrent la vidéoconférence comme un obstacle à une connexion significative avec leurs collègues ou leurs étudiants. Ils ont un trajet domicile-travail gérable ou acceptable. Ils n'ont pas de jeunes enfants à la maison ou ils ont des adolescents et ont besoin d'espace à part. Ils travaillent dans un domaine qui exige un travail en personne, comme la recherche en laboratoire. Cette comparaison est clairement une généralisation grossière et je dirais que beaucoup de gens, moi y compris, tombent à des moments différents dans l'une ou l'autre de ces catégories. Et certaines personnes peuvent être ambivalentes, sans préférence pour l'une ou l'autre. Mais réfléchir à ces considérations peut, à mon avis, aider à réfléchir à la manière de faire du travail à domicile ou au bureau une expérience plus positive. Mon bureau. Au début du confinement, je me suis rapidement rendu compte que je n'étais pas bien préparé pour passer des journées entières en ligne. J'ai découvert à mes dépenses qu'il est beaucoup trop facile d'enchaîner 7 heures de réunion Zoom et d'être complètement épuisé à la fin de la journée. La mise en place d'un bon environnement de travail et de bonnes habitudes a été essentielle pour ma santé physique et mentale. J'ai investi dans une caméra supplémentaire au-dessus de mon écran et un microphone pour améliorer la conférence et l'enseignement en ligne. J'ai également expérimenté différents éclairages, ce qui s'avère extrêmement important pour ne pas avoir l'air épuisé lorsqu'on est en ligne. Je recommande vivement l'installation de minuteurs numériques comme Timeout parce qu'il me rappelle de détourner régulièrement le regard de l'écran pour réduire la fatigue oculaire. Je fais ça 1 minute toutes les 20 minutes, puis de faire des pauses de 5 minutes chaque demi-heure pour me recharger. J'ai également appris à étaler les réunions et à essayer de les programmer pour une durée de 45 minutes au lieu de 1 heure, afin de faire des pauses entre les réunions, ce qui équivaut de marcher de notre bureau à un autre lieu. J'ai installé un convertisseur de bureau debout et je fais tout mon travail debout. Non seulement cela m'a permis de gagner de la place, mais cela s'est avéré être un excellent exercice et plus confortable pour une personne agitée comme moi. Et dans le même temps, j'ai éliminé une série de douleurs lancinantes de hanches, dos, cou, qui étaient dues au fait d'être assis toute la journée. Je suis devenu un tel adepte des bureaux debout que j'ai recommandé à de nombreuses personnes et que je reproduis cette configuration au travail une fois que le confinement était levé. En résumé, il est évident que vos méthodes peuvent varier. Je connais pas mal de gens qui travaillent mieux dans des espaces de travail partagés, dans des cafés ou la bibliothèque. C'est ce que j'ai fait lorsque j'étais étudiant en doctorat à Vancouver et que je vivais seul dans un appartement sombre au sous-sol. Et j'ai aussi des collègues qui préfèrent de loin aller au bureau pour toute une série de raisons. Quoi qu'il en soit, pour beaucoup d'entre nous dans le monde universitaire, dans la fonction publique ou dans l'industrie, le travail à domicile devient la norme, qu'il s'agisse d'1, 2, 3 jours ou plus par semaine à la maison. Il est donc important de mettre en place la bonne configuration et de déterminer comment la faire fonctionner au mieux. Cela signifie qu'il faut prêter attention à une combinaison de facteurs internes, personnels et externes, sociaux, environnementaux, technologiques, qui peuvent faciliter ou entraver une expérience constructive du travail derrière un écran.